Donc là, je vais inviter le troisième papier, donc Cyril Nota, qui va nous parler de la fabrication additive pour propulseurs de navires militaires par une méthode WAM, innovation devenue réalité industrielle sur Andromède. Je lui cède la parole. Merci. D'accord. Bonjour à tous. Alors, je vais me présenter. Donc, Cyril Nota, moi, je travaille chez Naval Group. Je suis chef de projet déploiement de la fabrication additive sur le site de Nantes-Indrette, donc site de production Naval Group. Et du coup, je vais vous présenter une innovation qu'on a menée au cours des dernières années en partenariat avec la DGA, le Bureau Veritas et le service de soutien à la flotte de la Marine nationale. Donc, qui a consisté à fabriquer un jeu de pales pour démontrer la faisabilité industrielle de fabrication de pales d'hélice en fabrication additive par le procédé WAM. Donc, c'est celui-là. Ok, parfait. Donc, je vais brièvement vous introduire justement les raisons qui nous ont amenés à faire cette expérimentation. Un petit rappel également sur le procédé WAM, qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. Et puis, très vite, on va arriver dans quelque chose d'important. On est sur des procédés qui sont innovants, donc on est en dehors des référentiels, des normes, etc. Donc comment on qualifie une pièce comme ça pour l'embarquer sur un bateau? La réalisation industrielle derrière de cette production, et puis en miroir, le processus de recette qui a conduit tous les acteurs ensemble à prononcer l'embarquabilité, et à dire qu'on pouvait se permettre de monter ces pales issues de fab additifs sur un bateau pour aller faire des essais à la mer, et puis du coup, je vous présenterai nos conclusions et les perspectives que ça ouvre pour nous. Alors déjà, pourquoi on est allé chercher des propulseurs en fab additif? Alors, il y a plusieurs enjeux. Le premier, il est industriel. C'est qu'aujourd'hui, la solution pour les hélices, c'est la fonderie. Que la filière de la fonderie en France, elle reste fragile économiquement, techniquement aussi des fois. Sur les applications les plus complexes, on peut avoir des taux de rebut importants. Donc, avoir une solution alternative en cas de défaillance est quelque chose qui industriellement a du sens, mais également en termes d'enjeux produits. Alors que ce soit sur des bateaux de surface ou des sous-marins, le propulseur est porteur de performances importantes, pour ne citer qu'elle, le rendement propulsif et puis la discrétion acoustique, où le besoin de notre marine, des autres marines, est d'aller vers de plus en plus de performances, et aujourd'hui la solution fonderie nous limite le concepteur justement dans ce qu'il peut imaginer pour répondre à ses besoins. Donc il y avait le besoin d'introduire une rupture techno pour aller chercher des designs innovants. Et puis dernièrement, l'enjeu cycle de vie qui intéressait justement SSF, c'est que contrairement à une hélice de fonderie, une hélice qui est réalisée en procédé WAM est réparable tout au long de son cycle de vie, que ce soit en prod ou en service. Et donc on peut imaginer à terme aller sur des logiques plutôt de réparation à la place de logique de spare part. Donc il y a un intérêt économique et puis il y a un intérêt de traitement de l'obsolescence également. Donc voilà, c'est un peu tous ces éléments-là qui font qu'ensemble, Naval Group, DGA, Marine Nationale, Bureau Veritas, on a décidé d'aller sur ce projet. Alors on va quand même replanter rapidement le décor. Donc le procédé WAM, qu'est-ce que c'est? Donc WAM, c'est pour Wire Arc Additive Manufacturing. Donc Additive Manufacturing, fabrication additive. Donc c'est-à-dire, à partir d'un modèle numérique, je vais créer une pièce par ajout successif de couches. Ça va de l'imprimante 3D domestique qu'on a à des engins comme ça. C'est une palette de procédés qui est extrêmement large et qui est en explosion. Et plus particulièrement, donc le WAM, donc le wire arc, c'est pour renvoyer au soudage. C'est-à-dire qu'ici, les couches de matière qu'on va venir empiler, elles sont créées à partir de cordons de soudage. Donc ici, vous avez une vue de la machine qu'on a installée sur le site de Nantes-Indrette, où on voit un robot qui tient une torche de soudage. Et on voit également un positionneur, donc lui qui va amener des degrés de liberté supplémentaires pour venir présenter une pièce à un robot. Mais on est bien sur un principe où on va construire par couche notre pièce à partir de cordons de soudage. Donc globalement, notre pièce, c'est une grosse soudure de quelques centaines de kilos. Et justement, du coup, pourquoi ce procédé-là? Parmi toute la famille, toute la palette qui existe, alors déjà le WAM, c'est un de ceux qui a les plus hauts rendements. Or ici, donc
les hélices du chasseur de mine tripartite, chaque pale finie, elle fait 200 kg. Donc il y a plein de procédés où on parle en grammes par heure, c'est pas possible. Celui-ci permet d'aller sur des rendements de quelques kilos par heure, avec l'inconvénient de cet état de surface, qu'on voit qui n'est pas tout à fait compatible avec l'usage d'une hélice. Mais sur les hélices, aujourd'hui, comme on cherche des précisions très importantes, elles sont déjà intégralement usinées. Donc quelque part, il y avait la logique industrielle n'est pas bouleversée. Ça avait du sens d'aller chercher quelque chose qui avait du rendement, quitte à se payer effectivement le fait derrière de l'usiner. Et puis surtout, c'est du soudage. Et le soudage, on a ensemble, dans notre communauté technique, un background important qui nous rendait confortable avec le fait d'aller attaquer cette nouvelle techno. Et donc, maintenant, comment justement ce procédé innovant, comment on peut le mettre en œuvre et viser une qualification pour un navire militaire, sans restreindre évidemment ses capacités? Eh bien, on s'est appuyé sur des guidelines qui ont été écrites par le bureau Veritas, qui proposent un certain nombre d'approches, et parmi celles-ci, on a retenu celle de procéder par pièce sacrificielle. C'est-à-dire qu'on va faire une pièce sacrificielle avec des coupons témoins, on va valider la représentativité des deux, et du coup on pourra qualifier nos pièces série à partir de coupons. Comme ce qui se fait par exemple en fonderie. En fonderie, on valide les caractères mécaniques d'une hélice à partir de petits coupons. On a le Rex pour le faire. Là, le Rex, on se le donne avec une pièce sacrificielle. Et puis, aujourd'hui, nos référentiels produits, hélices, ils sont basés sur la fonderie. Donc en fait, on va beaucoup chercher des défauts de fonderie, que de manière évidente, on n'aura pas ici. Par contre, on aura peut-être des défauts plus typologie soudage. Donc en fait, pour construire un référentiel, toute la réflexion, tout le jeu d'experts qui a été fait, notamment avec BV, avec DGA, c'est de croiser le regard procédé, quel défaut je vais amener, et le regard produit, quel défaut je peux tolérer, où, et où est-ce qu'ils sont nocifs. Et s'ils sont nocifs, comment je peux les détecter pour être sûr que je ne les ai pas. Donc voilà un peu la démarche qui a été suivie. Et puis, pour aller quand même step by step, une règle importante, on change que le procédé. C'est-à-dire que c'est la même pale, c'est la même géométrie, c'est la même nuance chimique, on a juste changé le procédé, c'est pas de la fonderie, c'est du WAM. Et ça nous permet justement de procéder un peu par rapport comparatif, c'est-à-dire de démontrer performance par performance qu'on va être équivalent ou supérieur à la fonderie. Et justement, donc, pour commencer, on a déposé une pièce échelle 1 qu'on a complètement disséquée. Là, on a le plan de prélèvement, on voit dans les différentes zones, alors plus massives, plus fines, etc. On va venir prélever des échantillons mécaniques dans les différentes directions aussi, parce qu'on pourrait imaginer que comme on crée par couche, il y a peut-être une direction qui est un peu plus faible qu'une autre. Et la très bonne surprise qu'on a, ce sont ces résultats où on ne voit pas très bien les lignes, mais les lignes rouges, c'est le RE. Là, c'est ce qu'on attend de la fonderie. On voit qu'on s'est donné une belle marche, on est quand même pas mal. Et sur la limite à la rupture, c'est la limite à l'envers par rapport aux courbes bleues. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une répétabilité qui est très très bonne. Comparé à la fonderie, la courbe ferait plus des vagues. Et on n'a pas non plus de direction préférentielle. Donc ça, c'est important. Et le dernier truc qui est vraiment à voir là-dessus, en plus foncé ici, ça c'est des coupons qui sont réalisés à part. Et on voit que les caractères qu'on mesure finalement dans le coupon sont très représentatifs de ce qu'on va trouver dans la pièce en toute zone. Ça veut dire que dans l'étape d'après, mes pièces série, je peux les valider sur la base de coupons parce que j'ai démontré leur représentativité avant. Alors maintenant, si on parle réalisation industrielle, eh ben, déjà il a fallu se doter d'un moyen. Ça, c'est la cellule qui a été implémentée à Indret. Pour donner une échelle, c'est 10 mètres par 20. Elle embarque, chaque positionneur là, il embarque des pièces jusqu'à 5 tonnes et 3,50 m de diamètre. C'est des objets qui n'existent pas, c'est pas des cellules standards. On est dans du XXL, on est dans du hors standard. Maintenant, on retrouve des robots, des torches de soudage, donc des choses qui sont quand même plus ou moins maîtrisées par l'industrie. Là, toute l'intelligence, ça va être dans le contrôle qu'on met dessus, dans la génération des bonnes trajectoires robotiques, etc. Et puis, il y a une phase préparatoire. Déjà, à partir de pièces existantes, de pièces de rechange, on va venir les scanner en 3D, on va créer un modèle numérique. Donc ça, avec l'aide de SSF.
on a réalisé la première palle, la palle qu'on a tout découpée, là, que je vous ai montré, elle a été réalisée sur un robot jumeau directement chez le fabricant, donc en avance de phase. Et puis aussi, quelque chose de très important, la formation des opérateurs. Dans tout ce que je vais vous montrer, vous ne verrez pas de blouse blanche. On est en milieu industriel, on n'est pas dans un labo. C'était vraiment important pour nous que la prod, on démontre qu'on pouvait la faire avec ce genre de machine, avec des opérateurs formés. Mais cet aspect industriel, il était vraiment fondamental pour nous dans la démonstration. Et donc, un an à peu près pour spécifier, approvisionner, réceptionner la machine. Et derrière, elle attaque la fabrication donc, de nos pales. Donc, chaque ébauche de pale, c'est 300 kg à peu près, réalisé en deux batchs, en 3 semaines chacune, en 3-8. Donc sous supervision et puis suivi de BV et de DGA, avec qui on s'était mis d'accord sur un certain nombre de choses en termes de mise en œuvre et de suivi. Et puis derrière, en fait, ces ébauches rejoignent un cycle plus classique. Alors, traitement thermique, pour le coup, c'est moins classique, mais usinage, CMD, réparation et équilibrage. J'ai dit réparation parce que on a eu par endroit des petits défauts. On voit l'aspect de surface, il est très très rugueux. Par endroit, on a pu mal le capturer, avoir des traces de feu après usinage, donc on a dû réparer ces pales. Et finalement, c'était une opportunité parce qu'on a pu tous se convaincre avec tous les experts qu'on pouvait se permettre de la réparer, y compris dans des zones où on n'aurait pas réparé une pale de fonderie. Donc on a pu valider un de nos enjeux, finalement, un peu contraint par les événements, et en faire quelque chose de positif. Ensuite, ces pales, elles quittent Nantes, elles vont à Brest, sur le site qui s'occupe de la maintenance des chasseurs de mines tripartites. Ce qu'il faut savoir, c'est que le remplacement des pales, alors il nécessite de démonter tout l'arbre porte-hélice et le moyeu, et il nécessite une cale sèche. Donc en fait, on s'est greffé sur un planning d'intervention préexistant. Le bateau n'a pas été sorti de l'eau pour nous, forcément. Donc on a dû se contraindre vraiment à rentrer dans le planning d'entretien de ces bateaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils avaient des opérations prévues sur la ligne d'armes, donc ils devaient passer de toute manière toute la panoplie des essais de requalif. Donc ce qui était une très très bonne opportunité de valider vraiment nos pales. Oula, c'est pas très bien. Ouais, en face, oui, effectivement, les lignes noires ressortent mieux là-bas. Donc le processus de recette. Donc on s'est mis d'accord avec DGA et BV sur un certain nombre de critères de suivi à faire. Donc évidemment de la traçabilité, on va contrôler les certificats matières du fil de soudage, des essais mécaniques sur les coupons témoins, j'en ai parlé tout à l'heure, des contrôles visuels, des scans 3D, etc. Du reçuage. Pourquoi? Parce que le mode de ruine d'une hélice, c'est la fatigue. Donc le reçuage est incontournable justement pour détecter toute amorce sur la surface. Également, on a mis du contrôle radio. Pourquoi? Parce que dans l'analyse, en fait, produit procédé, on s'est dit on peut avoir des collages. Un collage à cœur pourrait résulter en se propager en fissure et générer une rupture par fatigue. Donc, on va contrôler quand même certaines zones. Et du contrôle US. Alors, pour recherche de structure de solidification dendritique colonnaire. Voilà. Et alors pourquoi on a mis ça? C'est pas juste pour mettre un peu de science dans le truc. C'est que, en fait, ce que ça dit, c'est que oui, c'est du soudage, mais ça, c'est des choses qu'on ne connaît pas en soudage, parce que quand on va venir déposer 300 kg de matière par soudage, en fait, il va se passer des régimes thermiques qui n'existent pas quand on fait juste de l'assemblage par soudage. Donc c'est juste pour dire, le WAM, c'est du soudage, oui, mais pas que. C'est un peu, justement, un des indicateurs qui fait qu'il y a un nouveau champ à aller explorer et valider. Donc, en l'occurrence, il y a des modes de refroidissement qui peuvent faire des microstructures un peu particulières. Ce qui est important, c'est qu'en face, on a une CND qui permet de les détecter. En l'occurrence, il n'y en avait pas. Et puis un contrôle géométrique, évidemment. Ce qu'il en ressort, c'est que toutes les caractéristiques, elles sont supérieures à ce qu'on a en fonderie habituellement. Qu'on a une santé matière qui, alors, pour le coup, est très largement supérieure à ce qu'on a en fonderie habituellement. Donc
Donc aucun collage. Sur la pale 0, le pire défaut, c'était une porosité de 2,5 mm de diamètre. Sur une soudure de 300 kg, il y a peu de soudeurs qui sont capables de faire ça. Donc on était très très satisfait de ces résultats-là. Et puis mise en valeur des paramètres influents, et puis aussi des fois de thermique un peu spéciale, de phénomènes qui vraiment sont liés à cette mise en œuvre particulière du soudage. Donc une fois qu'on a fait tout ça, ouais, on a monté un dossier de justification donc, qui a permis à BV de certifier la pale, qui a permis à DGA de donner un avis positif pour embarquer la pale, en Naval Group également évidemment, et SSF a autorisé l'embarquement sur l'Andromède en décembre 2019. Donc aujourd'hui, ces pales, elles ont suivi tous les essais de requalification, ce qui est important, mais comme on l'a dit, le mode de ruine, c'est la fatigue. Donc elles sont suivies depuis 1 an en mer. Aujourd'hui, on n'a rien détecté de particulier. Je pense que s'il y avait eu des vrais défauts, des vraies amorces, on les aurait déjà. Donc on est très content de ce truc-là. Et c'est vraiment ça qui nous dit que le WAM peut produire des hélices de qualité militaire. La vraie démonstration est ici. Maintenant, si on va aux conclusions, donc en termes de démonstration, donc on a bien démontré qu'on avait un matériau issu du WAM qui est supérieur ou équivalent à celui de la fonderie. Donc notre alternative, on l'a validée. On a validé la réparabilité. On est monté en maturité industrielle. On s'est doté d'un moyen, on a formé des gens, etc. On a une répétabilité également. Et puis, surtout, on a fait accepter cette pale par des acteurs de premier rang de l'industrie navale. Et aujourd'hui, ça ouvre le champ à plein de choses. Alors maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On a toute une feuille de route qu'on partage beaucoup d'ailleurs avec DGA. Premièrement, on a la nécessité d'être sur des pièces plus massives. On parle d'une pale de 200 kg ici, finie. Une frégate, c'est plutôt de l'ordre de la tonne. Et un sous-marin, c'est plus. Donc, on a quand même du chemin, et on a vu que la massivité génère des phénomènes particuliers. Donc, il y a encore de l'exploration à faire. On veut aussi accéder à des domaines techniques plus critiques, le nucléaire, les parties sous pression. Donc là aussi, il y a pas mal de dérisquage à faire. On veut étoffer le panel des matériaux. Là, on est sur un cupro aluminium. On veut aller sur d'autres matériaux techniques, comme le titane, par exemple. Et puis, ça c'est vraiment hyper important. Là, on a démontré qu'on savait faire la même chose qu'en fonderie. Alors, c'est chouette. Mais l'étape d'après, c'est quel design on peut inventer avec ces technos-là qu'on ne pourrait pas faire en fonderie. Et je vais finir là-dessus. Je citerai juste ce résultat-là on a participé à un projet européen qui s'appelle Ramsès. Où on a démontré sur un porte-conteneur qu'en faisant des pales qui sont creuses, on s'affranchit de la contrainte de masse. Et si on met ça dans les mains du designer hydro, eh bien, il arrive à nous sortir des profils de pales qui, en fonderie, seraient beaucoup trop lourds, mais qui ont amené et une amélioration du rendement propulsif et une réduction de la cavitation, donc de la pollution sonore. Alors que ces deux perfs, d'habitude, dans un champ de design contraint, qui sont contradictoires. Donc on a démontré que voilà, en allant chercher des designs innovants avec ce nouveau procédé-là, on peut aller chercher aussi des perfs en plus. Mais ça, par contre, ça implique de revoir toute notre façon de penser nos pièces, de repartir de la copie blanche, et puis évidemment de les industrialiser derrière. Et puis derrière, il y a plein de nouveaux métiers, de nouveaux acteurs. On continue à soutenir justement tout l'écosystème qui va autour, qu'il soit universitaire, industriel. On travaille notamment avec l'École centrale de Nantes, l'ENSTA Bretagne aussi. Et puis, il y a des nouveaux métiers qui apparaissent. Alors, il n'y a pas que le soudage, mais il y a la simulation numérique. On voit qu'il y a des vrais métiers qui vont se développer autour de ça. Il y a tout ce qui est robotique et programmation, et également data science. On croit beaucoup également au monitoring, nous aussi, pour aller vers une démarche où on simule plus et on fait moins de pièces sacrificielles pour embarquer. Voilà, j'espère que j'ai à peu près tenu le délai. Merci beaucoup. Donc on peut passer à une question. Vous avez parlé de traitement thermique.
Oui. Qu'est-ce que vous faites comme traitement après ces opérations de défaut? Alors, selon ce qu'on va viser, au moins un détentionnement, puisqu'on a une accumulation de contraintes thermomécaniques qui est très très importante. Donc en fait, pour connaître la réserve mécanique de la pièce, on est obligé de la remettre à zéro finalement pour la justifier en conception. Et là, en l'occurrence, c'est un CUL 9N5FE4 qui a des structures un peu particulières, qui n'est pas monophasé et qu'on a besoin en fait de remettre en solution. Donc on a des traitements thermiques, mais vraiment spécifiques à cet alliage-là. Je vais proposer de Tu veux que je pose une question, c'est ça? ne pas poser de questions. Ah ben si tu me passes la parole. Je te passe la parole peut-être alors. On lit dans la littérature que l'opération critique, enfin la partie critique de l'opération, c'est le retournement de la tête qui donne lieu à une discontinuité de matière, température, etc. Apparemment, vous n'avez pas rencontré ça puisque vos contrôles a posteriori n'ont pas montré de défaut de ce point de vue-là. Alors, effectivement, quand on va générer des trajectoires, il y a un truc critique au moment où on va changer de trajectoire, dans les virages, entre guillemets. Ici, l'avantage de travailler sur une ébauche, c'est qu'en fait, toutes ces pièces qui peuvent être un peu délicates, on les met dans la zone qu'on va évacuer. On va l'usiner, donc de toute manière, même si on avait des petits défauts dans ces endroits-là, ils se retrouveront pas dans la pièce finale. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet, par contre, pour d'autres applications où on envisage de laisser éventuellement les surfaces brutes, là où fonctionnellement on n'a pas besoin d'aller chercher mieux. Et on a un sujet à traiter là-dessus, effectivement. Mais c'est vraiment dans la maîtrise des paramètres, finalement, qu'on va réussir plutôt à éliminer ces difficultés-là. La différence entre la pièce brute et la pièce finie en termes de poids, c'est médian? Alors ici, oui. Ouais, alors, dans ce cas-là, oui, c'est assez important. C'est la pièce finie, elle fait 200 kg et le brut, il en fait 300. Parce que, en fait, on ne peut pas déposer sur du vide. Alors, on voit ici que la base de la table a fait ça. Donc, on a dû faire plein de supports ici. Parce que c'était aussi une première étape, parce qu'on voulait la déposer à plat. Maintenant, dans la cellule, on a également un positionneur qui permet de venir présenter la pièce de biais de manière à compenser ça, qui va nous permettre de réduire ça. Bon, on a joué safe pour une première application, on n'est pas allé sur ces logiques-là. Le but, c'est d'être plutôt de mettre 20-30% de matière en plus. En fonderie, ça peut être x2. En fonderie, pour faire une hélice de 3-4 tonnes, on met en jeu une quinzaine de tonnes de métal. Quelle taille maximum des tables? Alors aujourd'hui, on peut aller sur de l'hélice, on peut aller sur des pièces